Merci beaucoup de votre accueil, je suis ravi. En fait, j'ai écrit une petite lettre à Bernard à la fin de l'Académie d'été de l'année dernière au sujet des images pour répondre aussi à la volonté de donner de l'intelligibilité aujourd'hui aux images à un plus vaste public. Et en fait, je suis ravi de voir que c'est totalement dans le sujet de cette année. Je rêve de pouvoir dire un jour « I have a dream ». Je rêve de rêver que je rêve, que je rêve, que je rêve. Je rêve de rêver pour tout le monde, car le théâtre, c'est pour tout le monde. Je rêve du théâtre à 2 balles, où on puisse retrouver toute la misère du monde, où chacun puisse se reconnaître. Il faut croiser les mythes, comme aurait pu nous le dire Barbara Klosewski, qui malheureusement n'est pas là. Il faut rêver pour construire des mythes, et il faut entrecroiser les différents mythes, mais c'est une fonction vitale pour la paix. Et au sujet des mythes et du théâtre, j'ai toujours été habité par le travail d'Antonin Artaud, qui a souvent été injustement ramené à sa souffrance, alors qu'il a fait un travail magistral sur le théâtre des signes, qui préfigure un cinéma moderne que j'attends encore, que je ne vois pas aujourd'hui, ou peu. Et donc, avant de lire mon petit texte, qui concerne les nécessités, de redonner une nécessité sur tous les plans cinématographiques dans le cinéma, je vais quand même faire une petite citation d'Antonin Artaud, de ses premiers textes. « Ce qui est du domaine des images est irréductible par la raison et doit demeurer dans l'image sous peine de s'annihiler. Mais toutefois, il y a une raison dans les images et il y a des images plus claires dans le monde de la vitalité imagée. Il y a dans le grouillement immédiat de l'esprit une insertion multiforme et brillante de bêtes. Ce poudroiement insensible et pensant s'ordonne suivant des lois qu'il tire de l'intérieur de lui-même en marge de la raison claire et de la conscience ou raison traversée. » Et une autre citation plus loin, beaucoup plus concise. « La vérité de la vie est dans l'impulsivité de la matière. L'esprit de l'homme est malade au milieu des concepts. » Dislocation de la perception, hégémonie du texte. Puisque le verbe est aujourd'hui le seul écho possible entre nous pour faire résonner nos existences, je m'y attelle. À l'heure où la mémoire collective s'est inscrite dans le texte, il est encore trop tôt pour y échapper sans sombrer dans l'oubli. Avant d'inscrire mon projet initial qui est menacé de mourir dans des concepts transversaux et partagés par d'autres, ravivons son sens premier et ce en quoi ce projet m'ouvrit un jour une perspective d'avenir balbutiante et toujours menacée. Le texte permet une classification que ne permettent pas encore l'image et le son, en créant des liens conceptuels et différents niveaux de lecture. Cette capacité à raisonner inscrit le verbe dans la mémoire collective. Nul n'est censé ignorer la loi. En effet, les signes visuels et sonores non verbaux se dispersent dans le silence et l'oubli s'ils ne sont pas inscrits dans l'histoire, car ils échappent au combinatoire dans cette hégémonie du texte. Le verbe est une machine à reconnaître toute chose, tout étant descriptible par le texte et donc potentiellement déjà connu. Ces signes visuels et sonores sont le plus souvent insignifiants et limités au statut de preuve historique. La vision du réel, la plénitude de l'espace, la continuité temporelle, lissage de la représentation sont des formes de silence, de vision machinique, de non-choix dans les domaines non textuels, en ce qui donne l'impression que les aspects visuels et sonores sont prédéterminés par le réel, par ce qui est représenté, plus que par des choix de captation. Il faudrait bien sûr montrer que toute captation implique des choix, mais je veux me placer au-delà de cette question en créant un monde de toutes pièces et en évitant de dissimuler ces signes dans l'historicité.
Combinatoire implacable représentant le son de la voix avec seulement 26 caractères alphabétiques, le texte est une machine à identifier qui aura permis le colonialisme conceptuel et la domination de l'Occident sur le reste du monde. Surcharger de sens les signes visuels et sonores. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme. Nous devons retrouver la dimension tragique dans le récit cinématographique. Ce qui suit est une méthode expérimentale d'écriture cinématographique. Bien sûr, un peintre sait composer son image, mais pourquoi ne pas mettre en évidence cette construction de l'image et convenir d'une notation intelligible ? Le peintre serait amené à se poser la question de la composition systématiquement. Il faut maintenir séparée chaque dimension de la perception sensorielle. Chaque dimension doit développer sa propre continuité et prendre un sens nécessaire. Chaque choix visuel ou sonore doit contribuer au sens général tout en développant sa propre logique interne. Il ne faut pas confondre les canaux de perception, les sens, les contraintes matérielles induites par le support de mémoire, par exemple le dessin au crayon à papier est en noir et blanc, et les dimensions plastiques variables qu'on peut développer dans ce cadre. Par exemple, nous décidons arbitrairement de n'utiliser que des traits horizontaux lorsque nous dessinons, ou de nous limiter à une couleur, ou encore de ne représenter que des vecteurs pour indiquer regard et trajectoire, tout cela au sein du même support de dessin en 2 dimensions. Ces dimensions de la perception sont plus diversifiées que les 5 sens, et dans l'inscription de la matière de la mémoire collective, dans la matière du support de mémoire, que ces dimensions se différencient les unes des autres. Couleur, direction de regard, trajectoire, ces dimensions restent indéfinies a priori, mais on peut en inventer de nouvelles par l'imitation stylistique. Même si j'avoue ma nostalgie de l'époque pré-numérique, de la diversité des supports de représentation conditionnant le style graphique, dont voici une illustration derrière moi. Par exemple, c'est un film en animation de pastel, c'est un style graphique particulier, donc mon ambition est de mélanger les styles graphiques dans la narration. Je mélangeais animation de pastel, papier découpé, sable animé, etc. Et même si je garde en moi cette expérience comme fondatrice du nouvel horizon que je voudrais partager à l'ère numérique, je souligne que ce qui différencie le style et les limitations matérielles du support de mémoire est que le style est une limite qu'on se donne à soi-même au sein des possibilités plastiques de la matière, alors que les limitations du support sont induites par la matière et en cela nous demeurent invisibles, puisqu'elles forment le cadre et la limite de notre perception. À l'ère pré-numérique, l'usage de la multiplicité de supports graphiques rejoignait cette démarche qui reste à inventer, car la diversité des supports rendait justement tangibles les limitations matérielles des supports et ce en quoi elles conditionnent la perception. Allons-nous donc concevoir une nouvelle machine à indifférence dans les domaines non textuels ? C'est au contraire l'automatisme de la captation qui passe le regard sous silence et non choix, même si en réalité toute captation audiovisuelle ou sonore implique des choix, la volonté d'objectiver tend à les minimiser. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour démarrer un enregistrement audiovisuel, qui se limite d'ailleurs souvent à des têtes parlantes, et ces choix sont difficiles à modifier a posteriori, ce qui crée une rigidité plastique qui fige la perception dans un nouveau réalisme. Le fait de devoir choisir chaque couleur de chaque objet, en accord avec sa fonction narrative, invite à créer des liens de causalité nouveaux entre les éléments narratifs, où tout aspect visuel et sonore est surchargé de sens, comme dans le rêve. Il existe une causalité différente dans le rêve, où l'adjectif qualificatif d'un élément du rêve est capable de se transformer à son tour en sujet, en nouvel objet qui entre en scène, naissant sous la forme d'un attribut de l'élément présent. Ainsi, la dextérité d'un geste pourra faire apparaître un léopard dans le rêve pour en souligner l'attribut de dextérité. Que toute forme réponde à une continuité, à une inéluctable nécessité, cela donne la beauté. Que l'événement s'inscrive dans un destin prédéterminé, cela est sa dimension tragique, même si cette nécessité est purement plastique et donc arbitraire. De la même façon, en musique, sur une base harmonique, dont les enchaînements répondent aux contraintes de la consonance, dont l'intuition que nous pouvons partager avec d'autres est mathématiquement explicable par des rapports d'intervalles, simplicité des fractions harmoniques et transposition créant de la nouveauté sans briser la continuité de la consonance, la phrase musicale ajoute une continuité nouvelle qui ne répond pas seulement à la consonance, mais à un dessin ayant sa propre logique plastique surajoutée, suivant par exemple une continuité chromatique ou géométrique, ou des intervalles réguliers.
sans lien nécessaire avec cette consonance. La mémorisation même de la mélodie repose parfois sur ces formes de continuité surajoutées. Mais à notre époque, chaque dimension de l'expression tend à être systématisée dans un automatisme machinique. Par exemple, la classification visuelle des matériaux. La classification visuelle des matériaux, qui définit les variantes de la matière avec des variables mathématiques reproduisant le phénomène physique de la lumière, offre une large palette de possibilités, variant dispersion et intensité pour chaque type de rayon. Et la connaissance savante du phénomène physique n'empêche pas le choix de la matière de s'effacer dans le non-sens. Si chaque dimension plastique peut être formalisée par un système de description, celui-ci ne crée pas pour autant du sens. Nous devons nous donner nos propres contraintes formelles sans qu'elles soient forcément induites par le support, et il faut différencier le style et les contraintes matérielles du support de mémoire. Bien que la poésie ne soit pas induite par le support à l'ère numérique, nous devons recréer des limitations dans l'expression graphique et sonore. Je vais maintenant énumérer certains principes importants pour moi comme une liste. Continuité plastique. Ainsi, lorsqu'une texture particulière, je choisis l'exemple de la texture car il ne va pas de soi, devient nécessaire pour représenter un instant vécu, la notion de texture doit être généralisée à chaque instant pour créer à la fois une nouvelle différenciation des instants et une nouvelle continuité dans les instants, la dimension texture devenant un nouveau nerf de la vie. La synthèse entre l'objet et sa texture est retardée au moment de la perception qui s'effectue par le spectateur. Malgré le remplissement de tous les canaux sensoriels et leur synthèse préconditionnée dans les médias, de nouveaux champs arbitraires peuvent émerger. Ainsi, un monde de bois devenant un monde de verre figure le récit d'une cristallisation. Comme l'adjectif qualificatif devenant personnage dans le rêve, la texture qualificative devient un personnage tragique en soi, dans le film, car elle demeure détachée de son objet par le fait qu'elle a sa propre évolution. Dissociation des dimensions plastiques et kinesthésie. Comme chaque canal est délié, déconnecté des autres canaux, nous pourrons créer des liens nouveaux entre les différents canaux. De simples règles formelles arbitraires et constantes de la relation entre les canaux étant redéfinies, par exemple triangle rouge, rond bleu, angularité, réchauffement, rondeur, refroidissement. La capacité d'anticipation du spectateur pourra se développer hors du champ de la causalité réelle, telle que la synchronisation du son et de l'image due à l'instantanéité du phénomène audiovisuel capturé. Le jeu de la kinesthésie, rapport constant entre les perceptions diverses telles que l'image et le son, fait partie des jeux primordiaux auxquels le nouveau-né répond. Transposition. Les limites matérielles ou stylistiques imposent d'opérer des choix sélectifs dans la reproduction. Faisant ainsi écho aux limitations de l'instrument de musique, la transposition d'une mélodie du piano à la guitare, par exemple, réduit les possibilités de polyphonie, libérant des automatismes établis du jeu musical pour en instaurer de nouveaux et créant une continuité nouvelle. La transposition de la narration d'un domaine stylistique à l'autre invite à redéfinir les stéréotypes induits par ce style. Symbolisation. Les limitations stylistiques imposent une réduction des formes puisqu'elles consistent justement à une économie de l'expression et donc une récurrence des signes permettant une combinatoire des primitives ainsi créées. Ces formes peuvent alors s'associer entre elles et ouvrir un niveau supplémentaire d'abstraction. Lorsque le triangle et le cercle seront devenus des êtres tragiques et signifiants, nous pourrons les associer de façon inattendue. Érotisme. La tension du récit repose sur la révélation de ce qui est dissimulé. L'économie du récit maintient une tension fragile qui laisse de la place pour donner du sens aux dimensions graphiques précédemment décrites. C'est également un jeu primordial pour le nouveau-né, caché pour mieux montrer. Les effets de réel. Le deuxième niveau de narration est plus élaboré et plus complexe à mettre en œuvre. Le réalisme visuel efface tous les choix narratifs et crée du déjà connu et du non-sens. Nous juxtaposons différents effets de réalité et constatons qu'ils s'annulent mutuellement puisque, comme l'objectivité, la réalité cohérente ne peut être multiple et contradictoire. La multiplicité des formes de représentation ou de style valorise le style comme une perception inédite et non comme la captation du déjà-vu, et le monde comme une construction sensorielle. Un effet de réel parmi d'autres est comme une croyance qui meurt. Nous allons inscrire chaque style ou accident de la reproduction du réel, faille de l'objectivité, dans une continuité narrative. Cela demande de savoir tomber au bon moment, savoir échouer dans la représentation, savoir anticiper cet échec et l'invoquer dans le récit tragique au moment qui y fait écho.
Pour illustrer ce phénomène, imaginons comme le démodé représente une époque donnée par défaillance du système de captation. La télévision du ringard, déchet du fruit du non-sens de la captation objective, devient matière première stylistique dans la diversification des époques représentées. Ainsi, les stéréotypes et les automatismes conditionnés deviennent à leur tour par assemblage matière première pour une alchimie stylistique. Genèse de la construction du réel. Enfin, reprenons une feuille vierge en tentant de nous libérer des automatismes de la représentation et de la perception, ce qui nous amène à nous immerger dans la genèse des perceptions à travers les regards du nouveau-né, d'anciennes civilisations ou encore d'autres êtres vivants. Je ne crois pas en une nécessité obscure dans la genèse de la narration, mais je crois que la beauté et la tragédie découlent d'une nécessité formelle. Le phénomène d'identification au personnage est nécessaire, mais il faut le sublimer dans les dimensions plastiques. Pour échapper aux stéréotypes de l'identification, il faut concevoir le temps du film comme une genèse. La genèse de la perception du nouveau-né est un domaine de recherche dans lequel je ne peux faire que des hypothèses basées sur l'observation de mon enfant. Prenons en illustration la représentation en volume. La permanence des formes n'existe pas dans la vision du nouveau-né. C'est une construction forgée dans l'expérience vécue. Les formes visibles sont initialement plates et volatiles. La main va faire l'expérience du toucher et construire le volume. Mais avant cela, il faut éduquer la main et lui apprendre le toucher. C'est en venant à la bouche que la main saisit les nuances du contact. La bouche, qui se substitue au cordon ombilical pour l'alimentation, permet un contact alternatif avec le sein nourricier. Cette genèse d'une perception particulière illustre une possible genèse dans la construction des effets de réalité cinématographique. Les limitations stylistiques évoluent alors avec le récit. Merci. Je vais simplement un petit point sur les illustrations. Je n'avais pas forcément prévu au départ d'amener des images. Je ne savais pas que j'en avais l'opportunité. Donc, je vous ai montré d'abord un film d'animation en pastel qui date de 1995, un poème de Paul Verlaine mis en animation. Ensuite, j'ai montré un making-of de mon travail des superviseurs d'effets spéciaux plus récents. Donc, il y a un grand écart entre les deux. C'est pour ça que j'ai également amené quelques images qui sortent du four, qui ont une semaine. En fait, je fais des recherches sur la peinture animée, en fait. C'est-à-dire, je fais des scans 3D à partir de photographies. Et en fait, je développe des outils pour projeter des vecteurs sur les surfaces et en fait créer une diversité de styles graphiques justement de façon un petit peu moins laborieuse, parce que les films d'animation traditionnels c'est extrêmement long à fabriquer. Et donc j'espère retrouver une liberté. Voilà, je voulais apporter des explications à ces images.